Otep, Alafia, Amani, Aninyankuma, Nangadef, Djambo. Je suis Sabala Moussa Sangare, auteur, kanit, panafricaniste d'obédience Modibo Keita, Nkwame Nkrumah et juriste Nyerere. Également disciple du grand maître, le grand Ossab Diop, Osiris Diop, connu sous le nom de Cheikh Anta Diop, sur la terre de nos ancêtres. Aujourd'hui, j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour vous relater un peu l'historique de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. L'ancêtre de l'Union africaine d'aujourd'hui. Elle a été créée le 25 mai 1963 à Addis Abeba. Bien évidemment, il y a eu des événements qui ont précédé qui ont abouti à la création de cette entité panafricaine. Certains de ces événements se sont passés en dehors de l'Afrique, d'autres évidemment sur le sol africain. Comme vous le savez, on dit que le passé nous aide à bien comprendre le présent et à mieux préparer l'avenir, d'où cette vidéo. Voilà, donc moi j'aimerais remonter le temps jusqu'en 1945 et dans mon développement, vous allez voir qu'on a connu des hommes politiques qui sont restés fidèles à leurs convictions, tels que le président ghanéen Nkwame Nkrumah, tel que le président Modibo Keita du Mali, et il y en a aussi qui ont changé de convictions, ce sont des présidents comme le Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire et Léopold Sédar Senghor du Sénégal. Donc ceci étant dit, en 1945, il y a eu ce qu'on appelle le Congrès panafricain à Manchester. C'est le congrès panafricain le plus célèbre et beaucoup d'Africains ont eu à participer, notamment Kwame Nkrumah du Ghana et Jomo Kenyatta qui seront les futurs présidents du Ghana et du Kenya. Donc après cette conférence, après ce congrès de Manchester en 1945, Nkwame Nkrumah est retourné en Afrique. Donc, et il va conduire son pays en indépendance en mars 1957. Donc, en 1945 également, après la Seconde Guerre mondiale, les députés des territoires d'outre-mer de la France s'étaient réunis en France et ils avaient décidé de créer une entité ou disons un contrepoids de l'administration coloniale. Et ils se sont donné un rendez-vous à Bamako pour l'année suivante qui est 1946. Donc ils ont signé un manifeste. Le manifeste se termine par, je cite, « Nous avons décidé de se retrouver à Bamako, au centre de l'Afrique de l'Ouest, dans ce Soudan de la fermeté et de l'originalité africaine. » Fin de citation. Donc en octobre 1946, ils vont se retrouver à Bamako. Il y a eu plus de 800 délégués. Donc, il y a eu la création de ce qu'on appelle le RDA, Rassemblement démocratique africain, un vrai parti panafricain qui s'étendait jusqu'en Afrique centrale, au Gabon, au Tchad. Donc, le RDA, c'était le PDCI du président Félix Houphouët-Boigny, c'était le PDG du président Ahmed Sékou Touré, c'était également l'Union soudanaise RDA du président Modibo Keïta et également l'UPC de Robert Ounyembe du Cameroun, donc un vrai parti panafricain. Ça a été créé en 1946. Donc, mais ce qui est à mettre en exergue ici, c'est l'absence de Senghor en 1946, octobre à Bamako. Il n'a pas voulu faire le déplacement pour se joindre au mouvement qui allait naître pour donner place au parti panafricain, le RDA. Et c'est là le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny ne l'a jamais pardonné pour son absence lors de la création du RDA. Donc, après 1946, 10 années plus tard, il y a eu ce qu'on appelle la loi cadre de Gaston Defferre en juin 56. Et cette loi deviendra le cheval de Troie pour déstabiliser, ou plus ou moins pour scinder l'Afrique qui était déjà unie. Comme vous le savez, il y avait l'AOF, l'Afrique occidentale française, et l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Donc l'AOF, la capitale de l'AOF était à Dakar et la capitale de l'AEF était à Brazzaville. Donc la loi 4 de Gaston Defferre donnait des conseils de gouvernement et également créait des États avec des conseils de gouvernement. Donc cette loi, le président Léopold Sédar Senghor était farouchement contre. Il disait que ce n'est que la balkanisation de l'Afrique. Donc je disais que Léopold Sédar Senghor était farouchement contre la loi 4 de Gaston Defferre et il voyait ça comme un moyen de balkaniser l'Afrique. Et lui qui n'avait pas fait le déplacement en octobre 46 pour la création du RDA, 10 années plus tard était devenu un apôtre du panafricanisme, contrairement à Félix Houphouët-Boigny, qui était élu
en 46 comme le président du RDA. 10 années plus tard, lui, il était pour la balkanisation de l'Afrique, malheureusement. Donc, ceci étant dit, après la loi 4 de Gaston Defferre, votée en 56 et mise en place en 57, il y a eu en mars 57 l'indépendance du Ghana. Kwame Nkrumah a pu conduire le Ghana pour arracher son indépendance, donc en mars 57. Et la même année, en 57, il y a eu un congrès à Bamako, un congrès du RDA, Rassemblement démocratique africain. Donc, je pars ici sous le contrôle du professeur Sédou Badian. Donc, lors de ce congrès, malgré que le président Léopold Sédar Senghor ne faisait pas partie du RDA, il a fait le déplacement avec un de ses anciens mentors, Lamine Gueye, et un de ses fidèles soldats, Mamadou Dia. Il était venu à Bamako, c'était pour proposer au RDA, notamment au président du RDA, Félix Houphouët-Boigny, qui sont prêts à faire de la Côte d'Ivoire la capitale de l'AOF, puisque, comme vous le savez, l'AOF, la capitale de l'AOF était à Dakar et la capitale de l'AF était à Brazzaville. Donc, c'était sur le net du président Félix Houphouët-Boigny qui était dans une autre vision, qui était dans une autre dimension. Il n'a pas voulu cela. Et après ce congrès de 57 du RDA, l'année suivante, en avril 58, le président ghanéen Kwame Nkrumah avait pu réunir à Accra les 8 pays indépendants de l'Afrique. Cette conférence est considérée comme la première conférence de l'Union africaine et ou le premier congrès panafricain sur le sol africain. Donc il était présent là-bas l'Égypte, le Ghana, la Libye, le Maroc, le Soudan, la Tunisie, l'Ubéria et l'Éthiopie. Donc et la même année, dans l'Afrique dite francophone, il y a eu ce qu'on appelle le référendum de Gaulle, le référendum en septembre 58, le référendum gaulliste. Donc cet référendum donnait la latitude aux colonies françaises soit de partir à l'indépendance en votant non, soit de se maintenir dans la communauté franco-africaine par le vote du oui. Donc Modibo Keïta et ses compagnons avaient décidé de voter oui pour une bonne raison, c'était de maintenir l'unité afin d'aller à l'indépendance ensemble. Et pour cette cause, le président Félix Houphouët-Boigny avait même donné son accord de principe par écrit. Donc, exception faite à la Guinée, tous les autres pays ont voté oui. La Guinée a voté non et la Guinée a regagné son indépendance en octobre 58. Donc, ce qui a lieu de mettre en exergue ici, c'est le fait que la Guinée fut sanctionnée par le RDA. La Guinée, le Sékou Touré avec son parti, le PDG, ont été sanctionnés puisqu'ils n'ont pas voulu suivre le mot d'ordre donné par le parti. Donc, après le référendum de 58 et le refus de certains leaders de reconstituer l'unité, le pèlerin de l'unité africaine a pris son bâton de pèlerin, notamment le président Modibo Keïta. Avec ses compagnons, ils ont pu réunir à Bamako une conférence qui sera dénommée la conférence de Bamako. Donc était présent là-bas la Mauritanie, également le Dahomey, qui est considéré comme le Bénin d'aujourd'hui, la Haute-Volta, qui est connue sous l'appellation du Burkina Faso aujourd'hui, le Sénégal et le Mali, qui était appelé Soudan français. Donc, et cette conférence qui va conduire à la création de la Fédération du Mali. Donc, ça c'était en décembre 58. Donc, ce qui a lieu de mettre en exergue ici, c'est que la constitution de la Fédération du Mali avait été ratifiée pratiquement par tous les pays, y compris le Burkina Faso. Mais avec des pressions endogènes et exogènes, notamment exercées par le président Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire et la France, le Burkina Faso, qui avait ratifié, je le dis bien, la constitution de la Fédération, et le Bénin se sont retirés. Il ne restera que le Mali et le Sénégal. Donc, ils vont continuer les négociations avec la France. Félix Houphouët-Boigny, voyant que la fédération va germer, va faire des fruits, a continué de maintenir la pression et sur son initiative, ils ont pu créer le Conseil de l'attente. Le Conseil de l'attente, c'était une solidarité, un instrument de solidarité financière et diplomatique.